Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan du mois de mai qui est aussi le bilan du mois de la fantasy. Mais vous allez le voir, finalement ce n'est pas vraiment un bilan du mois de la fantasy parce que je n'ai pas lu que de la fantasy ce mois-ci au final. On va plutôt dire que j'ai fait un mois de l'imaginaire, je dirais. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail en fonction des titres que je vais vous présenter. Mais effectivement il s'est avéré que certaines des lectures que j'ai faites n'était pas vraiment de la fantaisie sans que je le sache vraiment à l'avance, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grave, j'ai quand même essayé de rentrer dans les catégories que je m'étais fixées avec le menu proposé par Steph, mais ça n'a pas toujours fonctionné comme je le voulais. Alors oui, déjà on ne va pas parler de ceci, j'ai l'impression d'être Tao dans Heartstopper, mais mon coiffeur est actuellement à 900 km d'ici, le petit coiffeur qui me coiffe depuis que je suis bébé, donc je fais ce que je peux. Et non, pour les petits malins qui pensent que je pourrais me couper ma frange toute seule, je pense que si je coupe ma frange toute seule ça va ressembler à peu près à ça, donc je préfère encore ressembler à Tao. C'est quand même un truc de fou parce que jusqu'à ce que je mette en place mon setup, elle était couchée, elle était tranquille, calme, posée, et dès que j'ai commencé à tourner, elle a commencé à faire n'importe quoi. Alors, pour être tout à fait honnête, le mois de mai n'a pas été un mois de lecture absolument formidable, dans le sens que j'ai pas beaucoup lu. J'ai vraiment pas beaucoup lu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au mois de mai, je vous avais parlé de certaines de ces choses, pas de toutes, il me semble, sur YouTube, mais c'est vrai que ça a été assez actif, et je crois que, rendu au 21 mai ou 23 mai, je n'avais terminé qu'un seul livre. Et c'était le 6 mai, donc il y a eu un sacré laps de temps pendant lequel je n'ai vraiment pas lu. Et du coup sur la fin du mois j'ai essayé de me rattraper, donc j'ai beaucoup lu sur la fin du mois. Et j'ai essayé de m'intercaler des petites lectures graphiques, parce qu'on le sait tous, une lecture graphique c'est plus rapide à faire. Donc ça me permettait d'être back on tracks, de recommencer à lire avec des petites lectures qui se lisaient vite et qui me donnaient la sensation d'avancer dans mon challenge. Du coup si je reprends ma petite feuille sur laquelle j'avais noté les menus pour le challenge, donc pour vous refaire un petit récap, il y avait 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, donc au total on pouvait lire un total de 12 livres pour valider l'intégralité du challenge. Je n'ai pas lu 12 livres, déjà pour commencer, j'ai lu 9 livres et j'ai entamé 2 autres livres que je n'ai jamais terminés. Et ça, ça ne m'arrive pas très souvent justement, c'est en ça que je dis que voilà, le mois de mai a été quand même un peu perturbant, un peu surprenant sur les bords quand même, parce qu'il y a 2 livres du coup que j'ai entamés et que je n'ai pas du tout continué, pas du tout terminé. C'est des lectures que je terminerai, je pense. Oui, on y croit. Mais j'ai pas eu le temps au mois de mai. Dans les entrées, il y avait donc 4 possibilités. Alors, petite douceur, surprise du chef, quelque chose qui te réchauffe le cœur, de réconfortant, qui se lit bien. J'ai lu un nouveau Pierre Bottero. J'ai, à mon anniversaire, reçu Isayama, donc de Pierre Bottero et Jean-Louis Thouard. Donc pour ceux qui connaissent Pierre Bottero, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Pierre Bottero, c'est l'un des ouvrages les plus rares, les plus compliqués à dénicher de Pierre Bottero. C'est un album qui fait une 40aine de pages. Il est illustré par l'illustrateur, donc Jean-Louis Thouard, qui a fait les toutes premières couvertures des trilogies de Pierre Bottero chez Rajo. Je l'ai vu immédiatement, rien que à la tête qu'on a sur la couverture, vous voyez la ring light, on voit immédiatement que c'est les mêmes traits de dessin, et du coup je me suis renseignée par la suite et c'est effectivement le même illustrateur. Donc au niveau des illustrations c'est très intéressant, je pense que c'est de l'aquarelle, même si j'avoue je suis absolument pas spécialiste, mais je pense que c'est ça. On est sur un conte, ça reprend les codes du conte. On est sur un jeune homme qui s'appelle Kwai, qui vit au pied d'une immense montagne et qui voit depuis qu'il est tout petit des caravanes passer avec des gens qui ont pour ambition de gravir la montagne et qui n'y arrivent jamais. Et à chaque fois qu'il y a une caravane qui vient et qu'il y a des gens qui essaient de gravir la montagne et qui n'y arrivent pas, Kwai demande à son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, une femme très âgée en tout cas, 115 ans je crois, il demande à sa grand-mère donc pourquoi ces personnes n'arrivent pas à gravir la montagne, et à chaque fois elle lui donne des indices. Et donc fort de tous ces conseils, Kwai va apprendre à grandir. Il a 8 ans au début de l'histoire et puis il en a une vingtaine d'années à la fin. Il va grandir avec les conseils de sa grand-mère, il va essayer de se construire en tant qu'homme capable de gravir la montagne. Et donc toute la quête finalement de la fin de l'album, sera-t-il capable de monter en haut de la montagne. Donc on a vraiment cette thématique de
de l'enfant qui grandit en ayant des idéaux en tête, qui va avoir une quête à mener et il va y avoir forcément une morale à la fin de l'histoire. Ça reprend vraiment ces codes-là. C'est rapide à lire évidemment, c'était très bien, mais je pense que je vais pas vous en parler plus longtemps parce que pour la majorité vous aurez peut-être pas l'occasion de le trouver, peut-être que vous pouvez encore le trouver en bibliothèque ou en médiathèque, mais c'est vrai qu'il est très difficile à dénicher et je suis trop contente que ma maman me l'ait offert, merci encore. Parce que vous savez mon amour pour Pierre Bottero et je suis très contente d'avoir un nouvel ouvrage de lui. J'ai lu ça le lendemain de mon anniversaire dans une cabane dans les arbres parce que c'était le cadeau aussi de ma maman en plus déjà de cet ouvrage. Le soir de mon anniversaire on est allé dormir dans une cabane dans les arbres, c'était trop cool et donc de lire ça en plus dans cet environnement là c'était trop chouette. L'assiette les insectes sont nos amis avec un menu dans lequel on devait lire des animaux, de la peur, des défis. Je pense que j'aurais pu faire rentrer l'une de mes lectures dans cette catégorie là mais bon j'ai préféré les étaler un peu plus loin. Ensuite il y avait la tartine de Lambas avec un livre dans lequel il pouvait y avoir des fées, des failles, des créatures fantastiques et là pour le coup j'ai lu une bande dessinée. Je vous préviens à tout hasard, la pile à lire que j'avais faite il y a un mois pour le mois de la fantaisie n'a absolument pas été respectée. Voilà, vous allez peut-être voir quelques titres apparaître. Je crois qu'il y a 2 titres qui étaient dans ma pile à lire que j'ai vraiment lu. Alors du coup pour cette fameuse tartine de Lambas, j'ai lu le tome 1 de Equinox qui s'appelle Cheval de Lune. C'est une BD qu'en plus j'ai eu dédicacée parce que je me suis rendue au Festival de l'Ouest Hurlant à Rennes à la fin du mois d'avril. Aurélie Wallenstein était présente et je lui ai acheté 2 BD. On parle de la suivante un petit peu plus tard. Du coup dans Equinox, j'ai apprécié globalement ma lecture. J'ai trouvé que c'était une très bonne bande dessinée jeunesse, quoique pas trop jeunesse non plus parce qu'il y a quelques scènes un petit peu macabres avec du sang et de la violence. Mais je trouve que c'est une BD qui est très bien construite, on est sur un world building assez intéressant dans un monde dans lequel la lune de ce monde est un petit peu notre soleil à nous, dans le sens que c'est la lune qui fait pousser les plantes, c'est la lune qui va avoir les mêmes bienfaits et les mêmes bénéfices que peut avoir le soleil chez nous. Du coup dans ce cadre-là, la lune est vénérée, elle est vraiment montée au rang de déesse et on va suivre 4 jeunes filles qui sont des apprenties prêtresses. On va en particulier suivre cette jeune fille dont j'arrête pas de manger le nom parce qu'elles ont toutes des prénoms un peu spéciaux, c'est Camara. Donc Camara et ses amis ont la possibilité de se transformer en de magnifiques chevaux. Elles sont donc métamorphes et tous les mois, lors de la pleine lune, elles ont cette capacité de se transformer. La lune va être percutée par une météorite, ce qui va absolument tout chambouler parce que la lune va être fragmentée. Dans ce cadre-là, elles vont perdre leur pouvoir et surtout le peuple va se rebeller contre les prêtres et les prêtresses qui vénèrent la lune. Et du coup, les 4 filles vont être obligées de s'enfuir, de s'évader du lieu de culte dans lequel elles vivent. Et on va suivre en particulier Camara parce que on va comprendre au fur et à mesure du temps qu'elles vont devoir se séparer d'une certaine façon. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette BD, outre le world building que j'ai trouvé assez intéressant, c'est vraiment les dessins. On est sur des planches extrêmement colorées, très belles, avec des illustrations que personnellement j'apprécie énormément, notamment au niveau des yeux, je trouve ça très chouette. Et du coup, comme vous pouvez le constater ici, il y a aussi des petites pages, on va dire annexes, qui sont intercalées au milieu de l'histoire, qui sont des pages un petit peu explicatives d'éléments de l'univers, du world building, et en particulier on explique les différents types de chevaux qui existent dans l'univers. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une importance qui était portée justement à la construction de l'univers qui était vraiment intéressante dans une BD et je suis très impatiente de découvrir la suite, d'autant plus qu'elle est sortie cette semaine. Il me semble qu'elle est sortie hier ou qu'elle sort aujourd'hui, donc ça va être l'occasion d'aller faire un petit tour en librairie parce que je suis vraiment impatiente de découvrir la suite de cette histoire dans laquelle j'ai été vraiment plongée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et encore une fois je garde vraiment en mémoire surtout des dessins qui m'ont beaucoup plu. Ensuite il y avait la salade César, la fameuse, dans laquelle on devait lire un livre avec de la mythologie ou un livre de High Fantasy. J'ai commencé le tome 2 des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Je l'ai commencé en audio parce que je le lis en anglais, comme vous le savez j'adore faire mes lectures en anglais en audio. Mais pour la petite histoire, ce mois de mai, donc je vous le disais, a été très actif, très intense. La première semaine j'étais chez moi, c'est pour ça que j'ai pu terminer un premier livre jusqu'au 6 mai. Ensuite j'ai été en déplacement professionnel en Allemagne sur 3 jours, donc c'était extrêmement intense, c'était que du transport et d'être sur place pour travailler. Et j'ai enchaîné le lendemain avec mon voyage en Irlande avec Marine. Donc on a été en Irlande pendant 1 semaine. Et quand je suis rentrée, il a fallu reprendre le travail forcément. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à nouveau lire, on va dire. Mais effectivement, entre le voyage en Allemagne et le voyage en Irlande, ça a été tellement actif que j'ai pas du tout avancé dans mes lectures. Et du coup, j'avais commencé les Héros de l'Olympe juste avant de partir en Allemagne.
donc je l'ai avancé dans les transports, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, déjà je me suis endormie 2 fois en écoutant. Donc il y a vraiment des chapitres qui ont défilé sans que je les écoute forcément parce que je dormais. Et de toute façon, même quand j'étais réveillée, j'avais pas une concentration maximale pour la lecture de ce livre, très sincèrement. Donc je pense que là, à l'heure actuelle, je suis arrivée à presque 50% de ma lecture. Mais sincèrement, je pense qu'il y a au moins 30% que j'ai vraiment pas en tête, du tout. Donc si je le reprends, enfin je le reprendrai. Il faudrait que je le reprenne à partir du moment où je pense que j'ai complètement lâché. Parce que ils partent pour une quête. Jusque là je m'en souviens, mais je sais que j'ai écouté le début de la quête. Et sincèrement je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et même ce qui s'est passé au début. Et en même temps, j'avoue que le fait que j'ai quand même lu le tome 1 il y a très longtemps, c'était en 2020, ça m'a pas beaucoup aidé parce que justement je me dis oula, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 1 ? J'ai tout oublié. Donc on passe au plat. On commençait avec la spécialité du monde sur le thème du voyage et l'idée c'était de lire un livre qui se passait dans un autre pays que le nôtre, un autre continent que le nôtre même, d'un super manga. Super manga qui est écrit par Mitsu Izumi, peut-être que vous voyez déjà duquel je vais vous parler. Déjà c'est un manga qui est écrit par une japonaise, donc déjà de base on est sur une culture différente de la mienne, mais en plus c'est un manga qui met en avant justement la multi-ethnicité et qui, dans son univers propre, parce que c'est vraiment un manga de fantasy, met vraiment l'accent sur les différentes peuplades et des différentes cultures que l'on découvre au fur et à mesure des tomes, et en particulier du coup dans ce tome 6 de Magus of the Library, on a un vrai développement autour de l'importance de la multi-ethnicité et à quel point cette multi-ethnicité est impactante pour les personnages du manga. Voilà, on est sur un travail juste phénoménal d'un point de vue des dessins. C'est l'un de mes mangas préférés pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait un moment que j'en parle sur Instagram pour le coup. C'est un manga qui met en avant l'amour du livre. On suit un jeune garçon au tout début de l'histoire, qui est enfant au début de l'histoire, qui s'appelle Shio, qui vit dans un petit village. Il a la particularité d'être métis, donc il est issu de 2 peuplades différentes du monde, ce qui est très mal vu. C'est en ça que je vous dis que vraiment c'est très intéressant et très poussé sur cette réflexion-là. Et du fait de son ethnie, il n'a pas accès à la bibliothèque. Sauf que lui est absolument fan de livres, donc ça l'impacte beaucoup. Et par un concours de circonstances, sans trop vous en dire, il va être amené à s'entraîner pour passer le concours de Kauna. Donc les Kauna, ce sont les bibliothécaires, si vous voulez, les protecteurs de la bibliothèque centrale, la bibliothèque du royaume. Et donc il va aller passer dans les tomes 2-3 le concours pour être Kauna. Et ensuite on suit un petit peu toute sa formation, comment ça se passe dans l'endroit de ses rêves, comment il va parvenir à atteindre son objectif. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Shio, c'est un personnage qui est très bienveillant, qui est toujours dans la douceur, et rien que pour lui je trouve que c'est intéressant de découvrir Magus of the Library. Mais en plus c'est vraiment des dessins que je trouve merveilleux, une histoire qui est très très belle, et encore une fois un développement du world building assez phénoménal. J'ai apprécié ce tome 6, même si c'est clairement pas mon préféré. Je trouve que depuis le tome 4, on a vraiment une lenteur qui s'installe dans le récit, donc il se passe pas grand chose dans les tomes. On a vraiment un développement autour de l'univers, autour des réflexions que peuvent apporter les personnages, mais c'est vrai que d'un point de vue de l'histoire il se passe pas grand chose. J'ai lu le tome 5 l'année dernière pourtant, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais j'avais vraiment du mal à me souvenir de ce qui s'était passé dans le tome 5, j'avais encore bien le tome 4 en tête, mais le tome 5, donc j'ai lu ça sans trop me souvenir de ce qui s'était passé précédemment, donc c'était un peu compliqué. Je pense que je le relirai en ayant bien le tome 5 en tête, peut-être que je relirai toute la saga, parce que c'est vraiment un manga qui vaut le détour, et là du coup je suis un peu déçue de voir que j'ai pas tant accroché que ça, même si je vous le dis il y a des réflexions intéressantes, mais là j'étais un peu en surface parce que justement je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi je ne comprends rien. Voilà, c'était très bien parce que ça reste Magus, mais va falloir vraiment que je le relise pour me remettre l'histoire en tête, parce que là c'était un peu flou. J'ai lu ça le 31 au soir, en mode dernière lecture du challenge. Ensuite on avait la catégorie sous ou sur l'océan avec des sirènes, des pirates, des bateaux, et j'aurais aimé pouvoir vous dire que j'avais lu Fable, malheureusement ce n'est pas le cas. Donc je vais vous parler d'un petit roman que je me suis acheté en Irlande et que du coup j'ai lu dans la foulée, parce que j'étais dans une espèce de mini panne de lecture bizarre, c'était étrange. Du coup j'ai décidé de commencer un livre que j'avais en papier, parce que j'avais emmené aucun livre papier en Irlande justement pour pouvoir avoir la place dans les valises. Il y en a eu besoin d'ailleurs. The Tale of Truthwater Lake de Emma Carroll. Donc Emma Carroll, c'est une grande autrice de littérature jeunesse qui aime beaucoup le genre de la fiction historique.
mais pour la jeunesse. Et justement dans ce titre-là, on est un petit peu sur cette idée-là, même s'il y a un aspect aussi un peu science-fiction, puisqu'en fait on suit deux temporalités. On suit une petite fille qui s'appelle Polly en 2032 et une autre petite fille qui s'appelle Nelly en 1952. Et du coup, cette double temporalité nous permet d'aborder l'histoire de ces deux fillettes qui n'ont pas du tout le même cadre de vie. Pour Polly, donc en 2032, on a une sacrée problématique qui s'appelle le réchauffement climatique, et elle vit du coup dans une canicule constante et prégnante. Polly va avoir la chance du coup de partir avec son frère chez sa tante qui habite un petit peu à la campagne, un petit peu. Et du coup, chez sa tante, elle va découvrir un lac. Un lac dont la légende serait qu'il aurait englouti une ville ou un village. Et Polly va avoir pour ambition d'aller découvrir ce village sous les eaux. Donc elle va nager en pleine nuit dans le lac, ce que je n'aurais pas fait, hein, soit dit en passant. Et elle va tomber sur, je sais pas si vous voyez là, une poignée de porte qu'elle va enclencher en fait en nageant, ce qui va la transporter dans la temporalité de 1952 où elle va se retrouver dans le corps de Nelly, une petite fille qui vit à cette époque-là et qui vit du coup dans le village qui à l'époque n'était pas englouti, forcément. Du coup on découvre une petite fille absolument fan de natation, donc la petite Nelly, qui va avoir pour ambition, elle, de passer justement à un concours prestigieux de natation. Donc on a une alternance de temporalité parce que quand même Polly retourne un petit peu en 2032 et puis la nuit elle retourne nager dans le lac et elle retourne voir Nelly. Du coup on a ces deux histoires en parallèle qui sont pleines de messages finalement, l'une en réponse de l'autre. Les petites filles que l'on suit sont très attachantes, avec des thématiques assez fortes, notamment liées à l'environnement bien sûr. C'était aussi une histoire qui parlait de réaliser ses rêves, forcément. Ça parlait de famille, ça parlait d'amitié. Et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'était un petit jeunesse vraiment sympathique que je recommanderais vraiment à la lecture parce que déjà l'anglais est très accessible. Et puis je trouve que les livres jeunesse de cette qualité-là qui abordent la thématique de l'environnement et du réchauffement climatique, ça court pas les rues et ça vaut vraiment le détour. Ensuite, il y avait la catégorie Il était une fois la gastronomie avec une réécriture de contes ou un livre dans lequel il y avait un château, des princesses, ou en tout cas en lien avec la royauté d'une façon générale. Et j'ai lu The Gilded Cage de Lynette Noni, donc lui était dans ma pile à lire. Je suis ravie. Donc j'ai enfin lu le tome 2 de The Prison Healer. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, The Prison Healer a été l'une de mes meilleures lectures de 2022. Et je vous avoue qu'avant de me lancer dans ce tome 2, j'avais un peu la sensation de me dire est-ce que The Prison Healer était si bon que ça finalement? Parce que, on va pas se mentir, Prison Healer c'est quand même cliché, un max, vraiment. Dans le sens qu'on est sur une fantasy young adulte avec des plots très très communs et récurrents. Mais en lisant ce tome 2, je me suis rappelé à quel point Lynette Noni partait de clichés et arrivait à justement faire quelque chose de complètement inédit d'une certaine façon, et dans lequel surtout on ne peut pas s'empêcher de dévorer le roman. J'ai lu celui-là en 2 ou 3 jours, il fait quand même 500 pages et je travaillais. Donc, c'était pas dit, sincèrement, et j'ai juste adoré ma lecture. À tel point que je suis en train de lire... je sais pas si vous voyez un petit trou par là, je suis en train de lire le tome 3 en anglais parce que vraiment je n'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner directement le tome 2 et le tome 3 avec justement l'idée en tête que j'avais le tome 2 en tête, tous mes souvenirs, et du coup fallait pas que je laisse partir tout ça et que j'enchaîne directement sur le tome 3 pour terminer la saga. Donc dans The Gilded Cage, sans trop vous en dire parce que le tome 1 est une telle succession de plot twists et de révélations que je ne peux pas trop vous en dire sur l'histoire du tome 2 parce que ça risquerait de vous révéler plein de choses du tome 1, mais ce tome 2 était juste génialissime. On retrouve les personnages que j'avais tellement aimés dans le tome 1. D'ailleurs, je me souvenais plus vraiment de qui j'avais le plus apprécié dans le tome 1 parce que ça commence à remonter un petit peu quand même. Je sais que j'avais adoré Kiva, du coup la personnage principale, mais elle est entourée d'autres personnages forcément, et je me souvenais pas que j'avais autant aimé les personnages masculins pour le coup, avec lesquels elle entretient des relations d'amitié, peut-être plus que ça même. Je me souvenais pas les avoir autant aimés. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont mieux écrits dans ce tome 2, je saurais pas expliquer, mais sincèrement j'ai vraiment passé un trop bon moment de lecture. J'étais à fond, vraiment. Je lisais 150 pages par 150 pages, c'était n'importe quoi. Et une fois que je l'ai eu terminé, vraiment je me suis dit c'est pas possible, je suis obligée de continuer sur la suite parce qu'il y a un cliffhanger encore une fois à la fin, c'est insane. Ça n'a pas le droit d'écrire des cliffhangers comme ça, c'est pas possible. Et sincèrement c'est criminel d'écrire un tome 2 aussi bon que le tome 1. C'est rare en trilogie. Dans les trilogies on a souvent le syndrome du tome 2 qui est toujours moins bon, un peu plus plan-plan. Et ben là pas du tout.
mais pas du tout. Alors il y a moins de plot twist que dans le tome 1 je dirais. Certains que j'avais vu venir, certains encore une fois que je n'avais absolument pas vu venir. Il y en a quand même moins, mais ça n'enlève absolument pas au côté actif du tome 2 qui est à peu près aussi actif que le tome 1 dans lequel il y a à peu près autant de révélations finalement. Je vous encourage vraiment à lire cette saga que je trouve juste génialissime si vous aimez la fantasy, même si vous êtes un peu frileux vis-à-vis du fait que c'est assez cliché, sincèrement, je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement les récits clichés, et là vraiment ça fonctionne juste trop bien. Ça reste du young adulte, hein. Ça reste du young adulte, mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment trop bien. Et là du coup j'ai trop hâte de continuer le tome 3, j'ai à peine commencé hier soir. Ensuite j'ai lu un autre tome de saga. J'espère que vous êtes fiers de moi. Pour la catégorie l'assiette Gargantua, on devait lire un tome de saga, donc forcément au bout d'un moment, fallait passer par là. Alors, je n'ai pas encore terminé l'intégrale, mais j'ai lu le tome 3 des Cités des Anciens de Robin Hobb, donc j'en suis, voilà, dans l'intégrale j'en suis là, qu'il ne me restera plus que le tome 4 à lire. J'espère pouvoir le lire rapidement parce que j'aimerais vraiment avancer dans cette saga, c'est l'un de mes objectifs de l'année, donc il me reste encore 5 tomes à lire quand même, donc il va falloir s'y mettre. Comment vous dire c'est vraiment pas ma saga préférée de Robin Hobb, mais je pense que tous les fans de Robin Hobb vous diront la même chose, c'est pas sa meilleure saga. C'est une saga qui a vocation à poser encore plus le world building et notamment tout ce qui a trait aux dragons et aux anciens. Pour ceux qui ont lu l'Assassin Royal jusqu'à un certain point, vous devez commencer à comprendre de quoi je parle, et surtout ceux qui ont lu les Aventuriers de la Mer forcément. Du coup dans ce tome 3, c'est difficile de vous en dire trop parce que c'est un cycle parmi une immense épopée de fantasy, donc si je vous en dis trop vous risqueriez d'être spoilé. On va suivre du coup cette épopée de dragons qui remontent tout le lit d'un fleuve et tentent de redevenir les créatures qu'ils étaient. Ça fait pas trop sens, dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Sans que vous ayez tout le background derrière, c'est compliqué à expliquer, ça reste sympathique à lire, surtout pour un fan de la saga qui apprécie de savoir un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi dans la 3e époque de l'Assassin Royal il se passe ce qui se passe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais lu cette saga, parce que je commençais à comprendre que dans la 3e époque j'étais un peu perdue et qu'il me manquait des infos. Donc j'ai lu ça justement pour asseoir un petit peu mes connaissances de l'univers. J'avoue qu'il faut que je me motive quand même, parce que quand je le lis, je suis pas à fond dedans. Les personnages sont sympathiques, mais ils n'ont absolument pas le côté attachant que peuvent avoir les personnages de l'Assassin Royal, ni ceux des Aventuriers de la Mer non plus. Voilà, je pense qu'il faut être vraiment fan de Robin Hobb et son univers pour être à fond dans la saga. Moi je suis fan, je suis pas à fond, mais ça se lit. Voilà, c'est pas déplaisant, c'est intéressant, mais c'est carrément pas la saga que je relirai de Robin Hobb. Une fois que je l'aurai lu une fois, je pense que ça me suffira. Et on passe directement au dessert. Donc le dessert Ice Cream, c'était un livre de dark fantasy avec une enquête ou un mystère ou des choses comme ça. Alors le livre que je vais vous présenter, j'étais persuadée que c'était de la fantasy, mais c'est absolument pas de la fantasy, donc c'est encore moins de la dark fantasy. Par contre, il y a vraiment une espèce d'enquête dedans, et il y a un côté très mystérieux dû au fait que on est dans une ambiance qui est hyper particulière. Et je vais vous parler de Un éclat de givre de Estelle Faye, qui est somme toute un livre absolument sublimissime, on peut se le dire. Comment vous en parler? C'est le fameux livre que j'ai lu dans la première semaine de mai, donc c'est le premier livre que j'ai lu du mois, qui a bien failli être le seul livre que j'ai lu du mois d'ailleurs. J'ai passé un très bon moment de lecture, c'est-à-dire que quand j'étais dedans, j'étais hyper impliquée dans l'histoire, je passais un super bon moment, c'est très bien écrit, je trouve que l'univers est très très intéressant. On est dans un Paris, la ville post-apocalyptique, et on va suivre un jeune homme qui s'appelle Chet, qui est danseur dans des cabarets, et qui a un background un peu mystérieux justement. On sait pas trop ce qu'il a fait par le passé, mais on comprend quand même qu'il a fait des choses pas très légales, parce que justement il y a des gens qui ont pas des affaires très légales, qui viennent le solliciter pour faire des actions pas très légales non plus. Donc on comprend voilà, qu'il a un background un peu compliqué, assez mystérieux. Donc ce Paris post-apocalyptique, c'est une ambiance juste phénoménale. C'est vraiment la principale qualité du roman. On est sur un univers glauque, un univers qui est pesant, avec une canicule juste... On sent la chaleur qui émane du roman. C'est marrant parce que du coup j'ai lu... Enfin c'est marrant, c'est absolument pas drôle d'ailleurs, mais j'ai lu 2 livres du coup ce mois-ci qui traitaient justement du réchauffement climatique et de chaleur et de canicule, et justement dans les deux on sent toute la moiteur qui émane des personnages, qui émane globalement de l'univers, mais c'est particulièrement vrai dans celui-là parce que je trouve que Estelle Faye a vraiment eu le don d'installer un univers et une atmosphère
hyper en adéquation avec ce qui se passe dans son livre. J'ai apprécié découvrir cet univers, j'ai apprécié comprendre un petit peu ce que Estelle Faye avait voulu dire avec ce livre. Pour autant, j'ai trouvé que l'histoire était peut-être moins bonne que le reste. C'est bizarre, mais j'avoue que j'ai plus apprécié l'ambiance que l'histoire. Pour différentes raisons, mais il y a une raison principale. Il y a une espèce d'ambivalence qui s'installe et que j'ai trouvée assez particulière, notamment liée à l'identité de genre, si je peux le dire comme ça. Chet, c'est un personnage donc qui se joue en masculin, mais qui, je vous ai dit qu'il était danseur-chanteur, s'habille avec des robes, se maquille quand il est sur scène. Donc un petit peu ce qu'on pourrait rapporter à une drag queen à l'heure actuelle, ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Ça change vraiment des personnages d'imaginaire que l'on peut voir habituellement. Et j'ai trouvé qu'il y avait une superbe prise de risque vis-à-vis de ce personnage, encore une fois vis-à-vis du fait que c'est très peu utilisé dans l'imaginaire, mais ça a été complètement plombé pour moi par un autre aspect qui est que le récit est hyper genré. Il y a énormément de fois dans le texte les mots féminin, masculin, comme si les personnages étaient rattachés à la façon dont ils étaient habillés, comme ils se comportaient, justement par ces deux attributs très binaires. Parce que du coup, je trouve qu'il y avait le soutien d'une vraie thématique liée à l'identité de genre via le personnage de Chet, et à côté de ça, ça se casse un peu la figure. Et notamment, c'est particulièrement vrai, il est très amoureux d'une jeune fille, ce petit Chet. Alors, c'est cool parce que du coup, il a une identité sexuelle aussi intéressante, il est bi ou pan, on sait pas trop, mais en tout cas, il est attiré autant par les filles que par les garçons, ou d'autres identités de genre d'ailleurs, mais du coup il est très amoureux d'une fille depuis qu'il est jeune, elle a une attitude qui est rattachée au genre masculin, et il l'appelle ma garçonne. Et du coup c'est bizarre, c'est très bizarre parce que je trouve que c'est pas des mots qui sont appropriés pour parler de ces thématiques-là. À la limite on aurait pu le développer encore une fois, c'est peut-être la non-binarité, ou en tout cas je pense qu'on aurait pu questionner encore plus la binarité de genre via le personnage de Chet et via le personnage de sa copine, dont je me souviens absolument pas du nom d'ailleurs, Tess. Mais non, ça se casse un peu la figure. Du coup j'ai trouvé ça dommage, ça m'a beaucoup dérangé à ma lecture de voir tout le temps le mot garçonne qui revenait. J'étais, tu peux utiliser un autre mot aussi. C'est peut-être bête, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Il y a toujours eu cet élément qui m'a beaucoup dérangé, de voir à nouveau les mots féminin, masculin, garçonne qui revenaient tout le temps. Donc voilà, je sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais c'est vrai que sur cet aspect-là, j'étais moyen convaincue. Ensuite il y avait la thématique Spicy Cake, avec amour, trahison, complot, urban fantasy. J'aurais pu mettre The Gilded Cage, mais bon, je l'ai mis dans une autre catégorie, donc je n'ai rien lu de cette catégorie-là. Et ensuite il y avait Le Gâteau, le Glouton. Et du coup pour ce fameux Gâteau, le Glouton, on devait lire un pavé ou au contraire un livre que l'on pouvait lire en une seule journée. Et j'ai donc lu La Passeuse de mots, le préquel, donc la légende d'Elébor de Alric et Jennifer Twice. On est sur une alternance de points de vue, on va suivre les personnages de La Passeuse de mots. À travers donc cette fameuse légende d'Elébor, on est à un moment précis de l'année dans le royaume qui est très important pour les habitants parce qu'il fait référence à une légende du coup qui est expliquée justement dans le texte. Et du coup on suit les personnages et on comprend en quoi la fête, cette célébration est importante pour eux, pour l'endroit où ils vivent, parce qu'ils vivent tous dans des endroits différents puisque ça se passe avant La Passeuse de mots, avant le tome 1. Mais j'ai toujours le même problème avec cette saga, c'est-à-dire que je vous ai parlé en long, en large et en travers du tome 3 quand même, j'ai fait un vlog entier dessus. Je vais vous dire la même chose que ce que je vous ai dit pour le tome 3. C'est merveilleusement bien écrit, c'est poétique comme rarement, poétique en littérature jeunesse young adulte. Ça flirte avec le gothique et j'aime bien cette prise de risque parce que c'est vraiment pas habituel de voir ce genre-là en littérature jeunesse young adulte. J'avoue que c'est vraiment ce qui me plaît le plus en fait dans la saga. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont bien, mais j'avoue que le côté hyper poétique et presque gothique m'attire encore plus que vraiment ce qui se passe dans l'histoire. Pour autant, c'était une histoire qui était intéressante, on en apprend un peu plus sur l'univers et sur les personnages, mais au-delà de ça, je trouve pas que ce soit un préquel qui soit absolument nécessaire à la compréhension de l'univers, évidemment, même si par contre il y a une mise en page juste trop dingue. Le livre en lui-même est une très très belle pépite. D'ailleurs je l'ai reçu de la part de Hachette en service presse, ça en restait là, dans le sens que je vais pas garder un souvenir impérissable de l'histoire. D'ailleurs je pense que quand sortira le tome 4 de La Passeuse de mots, j'aurais oublié tout ce qui s'est passé dans le tome 3. Je vais me souvenir de l'ambiance et de l'impression qu'il m'a laissé, et pas de l'histoire. C'est un petit peu comme un éclat de givre en fait, finalement. Je vais me souvenir de l'impression qu'il m'a laissé, mais pas de l'histoire, parce que je trouve pas que ce soit l'histoire la plus
palpitante. Je pense qu'il faut lire cette saga pour découvrir la plume de Alric et Jennifer. Mais au niveau de l'histoire, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Je pense que je vais dire ça comme ça, parce que je suis encore un peu mitigée. J'avais adoré le tome 1, je trouve que par la suite, vraiment, on a pris une direction lente, déjà, très lente, qui prend des risques, et en même temps, voilà, j'aurais aimé que ça ait un peu plus de peps, quoi. Si vous n'avez pas encore lu La Passeuse de mots et que vous hésitez, je vous conseille de commencer avec celui-là, parce que du coup ça va rien vous spoiler puisque c'est un préquel. Ça vous permettra de découvrir tous les personnages, voir si vous les appréciez. Ça vous permettra aussi de découvrir la plume des auteurs, qui est quand même particulière, donc voilà, je pense que c'est intéressant quand même de voir un petit peu si ça peut vous plaire. Et ça vous donnera du coup un indice sur si ça peut vous plaire ou pas pour la suite. Et donc lire ensuite la saga. Je pense que ça peut être un bon crash test en fait. Et pour terminer du coup le café gourmand avec ce qu'on veut. Voilà, donc ça m'a un petit peu arrangé qu'il y ait cette thématique là parce qu'il y avait une bande dessinée que j'ai lue et sincèrement, déjà c'est même pas de la fantasy, c'est de la science-fiction et c'est encore une fois un préquel d'ailleurs. C'est le préquel de Mère Morte de Aurélie Wallenstein et pour le coup qui est illustré par Auger Boiscommun, je crois que c'est ça. Du coup dans cette BD, donc on est sur un univers de science-fiction puisque c'est vraiment le préquel de Mère Morte. Ça se passe quand on a déjà eu toute la rébellion autour des mers et des océans. Pour rappel, on est dans un univers où les mers et les océans se sont rebellés contre l'humanité et se sont transformés en une espèce de marée fantôme qui monte et qui vont décimer les populations humaines. Du coup, dans cette BD là, les mers ont déjà fait leur rébellion, il y a déjà des marées montantes, mais on va suivre en particulier l'histoire d'une baleine blanche qui est un élément très important de Mère Morte et on comprend comment a commencé la quête qui a amené à Mère Morte. Donc le roman. C'était une bonne découverte, je trouve que c'est très intéressant et vraiment intelligent de la part de Aurélie Wallenstein d'avoir proposé un préquel sous forme d'une bande dessinée parce que sincèrement je pense que faire ça sous forme de roman n'aurait pas forcément été utile mais par contre sous forme de bande dessinée ça fonctionne complètement. Donc si vous avez apprécié Mère Morte, je vous recommande vraiment la lecture de ce préquel qui peut être intéressant. Ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers et sur ce qui a conduit à la genèse de la quête qui est dans Mère Morte. Les dessins sont assez sympas même si c'est pas ce que je préfère. C'était coloré, c'était bien dans l'ambiance que l'on peut imaginer de Mère Morte. Et ce qui était assez drôle c'est que ça se passe à Paris, donc dans un Paris post-apocalyptique, comme dans Un éclat de givre. Donc il y a un petit peu trop de ressemblance entre mes lectures ce mois-ci, je trouve, mais c'était sympathique et je vous recommande vraiment la lecture si jamais ça peut vous intéresser. Et peut-être que je vais vous dire la même chose que pour La Passeuse de mots, ça peut être intéressant que vous commenciez par cette BD pour voir si ça vous plaît et peut-être pouvoir lire le roman ensuite. Bah écoutez, j'ai fait le tour de toutes mes lectures du mois de mai, c'était un peu folklorique, un peu brouillon, un peu le bazar, mais je trouve que du coup c'est un petit peu à l'image de ce mois de mai, qui était vraiment bordélique dans ma vie, vraiment bordélique, mais qui m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était cool de pouvoir partir en Irlande enfin. On devait partir en Irlande en 2020 avec Marine et au final à cause de Monsieur Coco, vous le connaissez tous, on n'avait jamais pu partir, donc c'était enfin le voyage qu'on attendait. Je vous laisse là parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que je parle avec Clover qui fait toujours des bêtises quand je suis en train de tourner, et ben ça fait des rushs à rallonge, donc je vais aller m'occuper du montage pour que vous ayez cette vidéo aujourd'hui même, parce que je tourne cette vidéo vendredi matin. Là-dessus j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ou si vous avez d'ailleurs participé au mois de la fantasy, ce que vous avez lu au cours du mois de la fantasy, si c'est le cas. Là-dessus je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!